Hey, bonjour tout le monde, bienvenue En Voiture en cette belle, je voudrais pas dire journée, je pense que je vais dire en cette belle semaine d'automne. Il fait vraiment beau de ce temps-ci, les couleurs sont magnifiques. Je vous dis, c'est le temps de sortir, de prendre soit vos décapotables, prendre vos véhicules, aller voir les paysages, sont fantastiques, les couleurs étaient presque à son maximum, donc profitez-en, profitez de votre voiture, c'est le temps. Cette semaine, en voiture, on va, comme à l'habitude, je vais vous présenter un peu un petit reportage sur les nouveautés automobiles. Puis il y en a quand même pas mal. Évidemment, beaucoup de nouveautés du côté véhicules électriques. C'est la tendance extrêmement lourde. On va aussi vous parler, bon, comme d'habitude, je vais vous parler du prix de l'essence, à quel prix il se situe cette semaine. On va avoir deuxième et final reportage sur le Salon des véhicules électriques de Québec qu'on a tourné en début juin, je crois. Donc, on va regarder ça ensemble. Fait que ça fait pas mal le tour de ce qu'on a à l'horaire aujourd'hui. On va débuter avec les nouveautés pour cette semaine que je vous présente. C'est une icône du muscle car. C'est les Dodge qui nous présente une version électrique des fameuses Daytona. Écoutez, c'est incroyable. Il nous présente ça pour 2024. Là. 2024, on peut presque se dire que c'est demain, dans le sens que actuellement, à l'automne 2022, les modèles 2023 sont pas mal tous connus. Donc ça, c'est l'an prochain disponible. 2024, à peu près, les modèles vont arriver dans un an, les premiers. Bon, ça va peut-être être en cours d'année 2024, on s'entend, mais c'est supposé être une année modèle 2024. Une Daytona 100% électrique, puis vraiment, vous allez voir les images, ça ressemble au Daytona, là. Ils ont gardé le look, mais ils ont refait le véhicule au complet. On ne sait pas beaucoup sur ce véhicule-là. Il y aura quand même, propose un moteur électrique de 800 volts baptisé Banshee. Les détails de transmission une transmission électromécanique. Puis évidemment, c'est un 4 roues motrices, là, un rouage intégral, devrais-je dire. Bien que les véhicules électriques se distinguent des véhicules à moteur à combustion par l'absence quasi totale de bruit, écoutez bien celle-là, Dodge a plutôt emprunté la direction opposée. En effet, le prototype qui a été présenté, le Charger Daytona SRT, est muni d'un système d'échappement dont le rugissement peut atteindre 126 décibels, soit l'équivalent de ce qu'émet une actuelle mécanique L4. Donc, on a synthétisé le bruit d'un moteur à essence sur un véhicule électrique. Écoutez, permettez-moi de dire que c'est sous le prototype. Je ne serais pas du tout surpris que ça ne se rende pas en production, cette chose-là, parce que, oui, le feeling du bruit, le feeling d'accélération, ça fait partie de l'ADN des amateurs de performance. Par contre, quand un véhicule électrique, tu sais que ça ne fait pas de bruit, puis la vie est comme ça, puis il faut s'habituer à d'autres choses. Ce que tu cherches, c'est la performance. Bien, en tout cas. Mais pour le moment, pour 2023, Dodge va fabriquer plusieurs autres versions des modèles à essence, c'est-à-dire un modèle Swinger. Il y a différentes choses qui sont au catalogue, mais ils vont donner comme un dernier coup de barre sur ces modèles-là pour essayer de stimuler les ventes et de laisser un souvenir indéniable aux amateurs de muscle car traditionnels. On va rester chez Dodge. Dodge nous présente un petit SUV pour 2023. Il est à essence, celui-là, par contre. La Dodge Hornet, qui devrait être offert sous la barre des 40 000 canadiens. Basée sur le modèle tonal d'Alfa Romeo, la Dodge Hornet se présente comme le nouveau VUS d'entrée de gamme chez Dodge pour 2023. Il se compare à des modèles comme le CR-V chez Honda ou le RAV4 chez Toyota. Fait qu'on voit à peu près le format. Essence ou hybride branchable. Le modèle phare sera le Hornet RT hybride rechargeable, équipé d'un moteur 4 cylindres turbo 1,3 litres, jumelé à un moteur électrique sur l'essieu arrière qui développe 121 chevaux. La puissance combinée de ces deux moteurs-là est de 285 chevaux, un couple de 383 livres-pieds. Le 1,3 litres est accompagné d'une transmission automatique à 6 rapports
qui transmet la puissance aux 4 roues. Donc, c'est un petit SUV 4 roues motrices. On a une batterie lithium-ion de 15,5 kW, donc d'une autonomie d'à peu près 48 km là, en mode 100% électrique. Ce qui est à peu près la norme dans le segment, puis qui rencontre quand même les besoins usuels de beaucoup de gens. C'est-à-dire que pour aller travailler à chaque jour, bien souvent, on est à une vingtaine de kilomètres, 25 kilomètres de chez nous. Donc, 48 kilomètres, même si on ne se rebranche pas nécessairement au boulot, on peut faire le trajet quotidien totalement sur la mode électrique, ce qui est quand même bien. En mode hybride, ben c'est là tu vas tomber sur le moteur qui n'est pas trop gros, un 1,3 litres. Le 0-100 va se faire en 6,4 secondes, qui est quand même correct dans le type de véhicule. Il y aura une deuxième version à essence qui est dans les cartons, une Hornet GT d'entrée de gamme équipée d'un moteur qu'on appelle le Hurricane 4 cylindres de 2 litres turbo, 268 chevaux, 295 livres-pieds, à 0-100, 6,8 secondes. Ça, c'est un modèle seulement à essence. On voit le véhicule, c'est quand même bien. C'est un beau design avec... je pense que ça va... Dodge risque de frapper un bon coup avec ça. Il restera à voir... Permettez-moi d'ajouter que chaque fois que Dodge ou Stellantis ont présenté des nouveaux véhicules intéressants, malheureusement, la fiabilité n'a pas toujours été au rendez-vous. Celui-là semble très intéressant. Espérons que là, c'est une mécanique Alfa Romeo, une mécanique européenne, on verra. Et en passant, un petit détail sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu frustrés parce que le véhicule, à part la grille avant, en tout cas esthétiquement, il ressemble beaucoup quand même à la version Alfa Romeo, mais à beaucoup meilleur marché. Fait que les puristes d'Alfa Romeo disaient, voyons donc, ça se peut pas, là. On vend une Alfa Romeo en Amérique moins cher que la version originale Alfa Romeo. Puis de base, c'est la même chose, même moteur, même transmission, même hybridation. Fait que certains puristes d'Alfa Romeo se sont sentis un peu frustrés. Prochaine chronique, c'est pas une nouveauté, mais c'est un peu à guise d'information. Les voitures de police, ça vient de où, ça? Bien, d'abord, il faut comprendre qu'une réglementation nord-américaine dit que les critères d'admissibilité des véhicules de service, il y a bien entendu des exceptions, mais d'une manière générale, les services de police se fient au Michigan State Police pour l'homologation des véhicules conçus pour les services. Donc, c'est la police du Michigan qui définit les normes et que les manufacturiers se prêtent à ça pour offrir ce qu'on appelle en jargon le police pack. Fait que c'est comme ça. Pourquoi aussi gros? La Sûreté du Québec a déjà répondu à ça. C'est que, bien, premièrement, ça prend de la place à bord. On a des ordinateurs, on a ça. On a souvent aussi aller dans des routes... on dit que nos routes sont pas belles au Québec, mais il y en a des petits coins perdus, encore pire. Fait que c'est pour ça aussi qu'on voit l'arrivée beaucoup de SUV, même de pick-up aussi au niveau de la Sûreté du Québec. C'est étant donné que, oui, on les voit passer sur la route 222, 243, sur la 112, nommez-les. On dit, voyons donc, pourquoi ils ont besoin de ça? Mais, premièrement, quand tu passes 4, 5, 6 heures dans un auto, bien, ça prend du confort. Tu peux pas être dans un micro-car. Ça prend quelque chose. Puis, il y a plein d'équipements là-dedans. Donc, c'est un peu normé. On parle aussi des fois dans certains secteurs des chemins forestiers où on peut aller si on est à la recherche d'une personne qui s'est égarée. Donc, faut faire ça. Fait que c'est ça. J'ai quelques photos, mais il reste quand même qu'il y a certains corps de police qu'on a vus avec des véhicules électriques. Ici, il y a une photo de la Bolt ou éventuellement de la Mustang électrique. Mais c'est beaucoup des SUV et des pick-up, puis c'est pour répondre vraiment à un besoin spécifique. Parlant de la Bolt, GM va augmenter la production de la Chevrolet Bolt. On va passer de 44 000 véhicules en 2022 à 70 000 véhicules en 2023. C'est une bonne nouvelle. Il va en avoir plus de disponibles. Évidemment, la Bolt a souffert beaucoup
d'une mauvaise publicité ou d'une crainte, étant donné le rappel massif pour les batteries. Mais c'est un problème qui est réglé. C'est un problème qui a été réglé sur les modèles antérieurs. Donc, si vous avez la chance ou l'envie d'acheter une Bolt usagée, ayez sans crainte, tout a été réparé, les batteries ont été changées. Fait que tout est correct, il n'y a plus de danger d'incendie. Donc, on va monter ça, même si on dit que la production de la Bolt vit sur du temps emprunté parce qu'il y a déjà des Chevrolet Blazer électriques qui ont été présentés, un Equinox électrique, plein de véhicules qui vont rentrer tranquillement en 2023, qui pourraient dire que 2023, peut-être pas, mais 2024 sera sûrement la dernière année de production de la Bolt, étant donné qu'il y aura plein d'autres offres chez GM. Mais bon, la demande est là. Donc, ils vont produire plus de Bolt. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Au Québec, on est friands de véhicules électriques. C'est difficile d'en avoir. Donc, si on en produit un peu plus, ça va mettre plus de véhicules disponibles. Un petit peu d'histoire aujourd'hui. Tout le monde se souvient des Key Cars qui ont encore une fois, grâce au génie de M. Lee Lakota chez Chrysler, sorti la corporation d'un mauvais pas parce que ça n'allait pas bien. Il y avait eu la crise du pétrole, il y avait plein de choses. Fait que les Reliant et Arieska étaient à cette époque, sont arrivés sur la route en octobre 1980 comme modèle 81. 3 usines fabriquaient ces modèles, Détroit, Delaware et au Mexique, où la voiture portait le nom de Dart. Au Mexique, c'était un autre nom. C'était quand même des modèles qui se sont... plusieurs versions ont été faites. Des Chrysler Le Baron, des Plymouth Caravelle, des Dodge 600. Nommez-les, là, il y en a eu énormément. Je pense que c'est une plateforme qui a vécu plusieurs années, plusieurs versions. Relative bonne fiabilité aussi, là, je pense que... Mais c'était vraiment un modèle de base, 4 cylindres, traction avant, c'était... pour les Américains, c'était un nouveau pas, là, vraiment, mais petit chapeau à cette page du passé. Maintenant, je vais vous parler en terminant d'une autre compagnie qui fait, en terminant sur les véhicules électriques, là... Rivian. Rivian, on en a parlé l'année passée. C'est une compagnie émergente aux États-Unis qui va proposer un pick-up et un SUV. Ils sont quand même assez beaux. Le devin est un petit peu spécial, mais bon, c'est déjà en circulation aux États-Unis, c'est en vente. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est qu'ils viennent d'avoir le feu vert pour entrer sur le Transport Canada, apparemment, qui se sont enfargés dans un peu de paperasse, là, des choses un peu mal faites, un peu mal remplies. Ça a retardé leur arrivée. Mais là, c'est fait, c'est réglé. Fait que on devrait avoir éventuellement des Rivian sur nos routes. Maintenant, réellement, en terminant maintenant, je vous présente un véhicule que j'ai relu 2 fois quand j'ai vu la chose, une Porsche K1. Une étude de Porsche qui a fuité est présentée quelques mois, mais ressemblait à un fake parce que c'était pas vraiment dans l'ADN de Porsche. Mais le K1, c'est un monospace, comme les Français appellent ça, c'est-à-dire c'est un véhicule à une seule coquille, là, genre minivan, qui peut accueillir 7 personnes à son bord et semble des pistes privilégiées pour l'avenir. En tout cas, les amateurs de 911 vont vraiment dire, voyons donc, c'est pas un Porsche, ça, là. Mais bon, ça semblerait être très sérieux, c'est Porsche de nous présenter ce véhicule-là. On voit que c'est une étude de style aussi aujourd'hui, là, mais reste une minivan futuriste, électrique. On verra ce que l'avenir va nous donner. Mais quand tu dis, tu sais, Porsche font des SUV maintenant, pourquoi pas faire ça? Oui, c'est plus juste une compagnie de voitures sport. C'est toujours des véhicules performants, même le SUV. Donc, je pense que l'arrivée de véhicules électriques nous permet de voir toutes sortes de fabricants essayer de trouver des nouvelles opportunités, puis c'est un bel exemple.
Fait que ça fait le tour un peu pour les nouveautés pour cette semaine. Comme je vous disais tantôt, on va regarder notre reportage sur les véhicules électriques de Québec. De Québec. On est allé en juin, c'est le dernier reportage, c'est le dernier segment. Donc, on regarde ça ensemble. Je suis accompagné de M. Martin Drolet de la compagnie Toyota. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Oui, vous avez une belle gamme de véhicules zéro émission. Premièrement, on pourrait parler de celui qui est ici à ma droite, qui est j'ai la misère à prononcer le nom, la Muraille. Miraille. Miraille. Oui. Ça, c'est assez particulier, là. C'est un véhicule électrique, Oui. mais il fabrique sa propre électricité Exact. à partir d'hydrogène. Exact, c'est ça. C'est un véhicule qu'on appelle à pile combustible. Donc, l'hydrogène est stocké dans le véhicule et quand elle passe à travers un catalyseur, ça fabrique l'énergie nécessaire pour motiver les moteurs électriques qui propulsent la voiture. OK. Là, à ce moment-là, oui, on peut sûrement parler d'autonomie, mais le temps de refaire le plein d'hydrogène, on ne parle pas de 40 minutes ou de choses comme ça. Là. C'est un Non. peu comme mettre de l'essence, c'est ça? C'est exactement comme mettre de l'essence. C'est pas la même fonction, Non, mais non. On met la buse sur le véhicule, on attend environ 5 minutes, 6 minutes, et il est plein, et on procède avec le véhicule comme un véhicule à essence. OK. Puis c'est zéro émission à 100 C'est le fameux véhicule à eau. Oui, à eau, Ça ne produit que de l'eau. ça ne produit que de l'eau. Oui. Écoute, ça veut-tu dire qu'on n'a pas besoin de traîner notre bouteille d'eau? Vous pouvez techniquement la boire. Je suis pas sûr qu'elle va goûter bon, mais vous pouvez la boire. OK, c'est une petite blague en passant. Oui. Mais deux choses. Les stations de recharge d'hydrogène, y en a-tu un peu ou ça commence à croître? Ou, Oui, bien là, en fait, il y en a au Québec et en Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, ils ont une longueur d'avance, ils sont rendus à 6-7 stations. À Québec, on en a une qui est située au coin de Bois-Ramel et Henri IV. Il y a d'autres plans, évidemment, pour renforcer ça, non seulement à Québec, mais dans le corridor qui va être Québec-Montréal. Québec-Montréal. C'est sûr que c'est pas Toyota qui contrôle l'infrastructure d'hydrogène, mais on travaille en partenariat avec les gouvernements et tous les intervenants de l'industrie pour qu'on ait une infrastructure là, le plus rapidement possible. OK. L'échelle de prix, on parle de quoi? Ça dépend des modèles, là, mais ça va partir dans le coin de 55 000 environ là, pour le véhicule XLE. Et si on a un Limited, ça va être... il faudrait que je regarde là, pour être sûr, c'est 74, je ne me trompe pas, dans ces coins-là. Puis est-ce que c'est éligible au rabais de véhicules électriques? Oui, absolument. Fait qu'on est à 55 000, moins le 13 000. Ou c'est juste un palier, possiblement, là? Oui, c'est ça. Je parle le véhicule. Il faudrait que je vérifie pour les peut-être, Michael, est-ce que tu as la réponse pour les subventions applicables sur la Miraille pour le fédéral? Je ne suis pas sûr. OK, c'est bon. Dernière question en terminant sur ce modèle-là. On se situe où au prix de l'hydrogène? Tu sais, là, à ce moment-là, l'hydrogène, elle a un coût. Est-ce qu'elle suit le coût de l'essence ou est plus proche du coût de l'électricité? Non, bien, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse par rapport à qu'est-ce qu'elle suit par l'électricité, mais ça ne suit pas l'essence. C'est vraiment autre chose. En ce moment, ça tourne autour de 18 $ du kilo. Il va rentrer à peu près 5-6 kilos dans un véhicule. Donc, en ce moment, ça coûte moins cher pour remplir un véhicule qui va faire 675 km avec l'hydrogène. Ouais. OK. Bien, merci beaucoup. On va passer au prochain véhicule qui est le BZ4X. C'est bien ça, BZ4X. C'est un nouveau SUV 100% électrique. 100% électrique. Un peu de la taille du RAV4. Du RAV4. À peu près. Écoutez, c'est un très beau véhicule. C'est-tu nécessairement tous 4 roues motrices ou... Non, on l'offre en deux versions. Donc, il y a la version traction avant et la version traction intégrale. OK. Donc, puis il y a 4 niveaux là, du modèle L, LE, XLE et XLE technologique qui vient avec tous les équipements disponibles sur le véhicule. OK, on parle d'une échelle de prix de... Bien, ça va partir dans le bout de 45 puis ça va monter jusqu'à peu près 62, 63 dans ces OK, points-là. quand même... Mais avec les subventions applicables. Oui, bien ça, c'est bien, là. Oui. On enlève le 13 000, là, c'est sûr. Oui. L'autonomie, on est où? L'autonomie, ça varie. Le modèle traction avant va faire 406 km et le modèle traction intégrale, 367. OK. C'est pas mal la norme du temps. Compétitif. C'est compétitif, c'est Oui, ce que je ça dis. répond aux besoins de la plupart des gens parce que la moyenne des gens qui ont des véhicules électriques vont faire 112 km par jour environ. OK. Donc, l'autonomie d'avoir 500-600 km, c'est pas nécessairement utile pour le commun des mortels.
À tous les jours. Exactement. OK. Si on va aller faire le tour de la Gaspésie, bien là, il faut regarder, trouver nos bornes, mais c'est faisable. Oui, mais c'est pour ça que Toyota, on n'offre pas juste une technologie. On croit en autant, bon, il y a l'hydrogène, il y a un véhicule à batterie électrique, il y a des véhicules hybrides et des hybrides branchables. Donc, dépendamment des besoins des clients, on va pouvoir leur proposer un véhicule qui convient exactement à leurs besoins. Et comme vous dites, quelqu'un qui fait tout le temps de la grande route, je pense pas qu'un véhicule à batterie, c'est la solution. C'est peut-être plus un véhicule hybride ou hybride branchable à ce moment-là. Et la disponibilité, c'est la grosse question du jour actuellement dans le marché d'automobile? Comme pour tout véhicule électrique en ce moment, Oui. La demande excède l'offre. C'est le cas aussi de la BZ4X. Mais la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller voir votre concessionnaire à ce moment-là, puis vous mettre sur une liste d'attente et discuter avec eux, parce que dépendamment des modèles, tout ça, on peut attendre plus ou moins longtemps, dépendamment de la popularité d'une couleur ou d'un modèle. OK. Puis on va se déplacer, puis on va aller voir c'est un hybride branchable, c'est le RAV4. Le RAV4 Prime. RAV4 Prime. Oui. Ça aussi, ça risque d'être très populaire au Québec. C'est excessivement populaire au Québec. OK. Je peux vous le dire, là, la demande est très forte pour le véhicule, avec raison. C'est non seulement un véhicule qui est d'un format qui est très pratique. On peut faire 65-70 km en mode purement électrique avec ça. Ce qui convient aux besoins de beaucoup de gens qui sont dans un milieu urbain au quotidien. Donc, ils branchent le soir quand ils arrivent chez eux. Ça ne prend pas une borne tellement spécialisée, puis ça recharge avant le lendemain matin. Et ils font leur journée, ils reviennent. J'entends souvent des clients dire « Moi, je mets de l'essence au 3 mois dedans. » OK, parce que là, à ce moment-là, on va être à l'essence que, je ne sais pas si on reste à Québec, on travaille autour de Québec, on est en mode électrique tout le temps. Un week-end, on décide d'aller dans les cantons de l'Est, peu importe. Là, on va être en mode électrique et à essence, puis c'est correct. Mode hybride, exactement. Mode hybride, ouais. Le moteur à essence embarque. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça ne demande aucun changement de comportement pour le client. Donc, il n'y a pas d'anxiété. Là, je vais-tu manquer d'électricité? Vous pouvez ne jamais le brancher, puis ça va fonctionner pareil. C'est comme un véhicule hybride à ce moment-là, il n'y a aucun problème. OK, parce qu'il fonctionne aussi comme un hybride non branchable. Exactement, exactement. Okay. C'est juste que la batterie est un peu plus grosse et ça permet de faire une certaine autonomie électrique. Donc, puis ça convient, comme je dis, à la majorité des gens, cette autonomie-là. On parle d'une échelle de prix... Ça part dans le bout de 45 000, ça va aller jusqu'à à peu près 60 mais les subventions sont applicables là-dessus. Aussi. Ça fait que le véhicule est autrement populaire aussi à cause de ça. Bien, le RAV4 à essence est très populaire, donc c'est la même ergonomie un peu, le même format. Identique. C'est identique. Oui. Sauf que c'est puissant, celui aussi. Ah, c'est bon, quand il y a un petit moteur électrique qui aide. Là, il y a au-dessus de 300 chevaux combinés là-dedans, là, ça marche. Ouais. Bien, merci. Ah, puis lui, la disponibilité, ça, c'est un peu comme l'autre aussi, là? C'est la même chose, mais c'est un véhicule qui est déjà sur le marché depuis plus d'1 an, là, fait que oui, il y a des listes d'attente. Mais comme je vous dis, c'est de contacter son concessionnaire pour embarquer, prendre sa place là-dedans le plus rapidement possible. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis en compagnie de Bernard et Zachary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la région de Québec? Oui, on travaille pour la concession Kia Val-Bélair, OK. au nord de la ville. Nord de la ville. Là, ici, vous avez plein de beaux véhicules électriques. Donc, celui-là qui est peut-être le plus rare, là, je ne suis pas sûr que j'en ai encore vu un sur la route dans mon coin, le Kia EV6. Vous pouvez me parler un peu de ce véhicule-là? Il se situe où? C'est un VUS? C'est une berline? Ou je dirais plus un petit VUS, là, mais... Oui, il y en a quelques-uns déjà là, qui sont sur les routes. On a pu en livrer quelques-uns, là, autant dans les concessions ici au Québec ou à Montréal ou peu importe. C'est le premier véhicule électrique chez Kia qui est traction intégrale. Donc, on parle d'un VUS traction intégrale électrique avec plus de 400 km d'autonomie. Donc, on va aller chercher des modèles là, qui vont être supérieurs, là, comme celui-là, le GT Line 2, qui est un modèle full équipe, les sièges en Suède, puis un équipement un peu plus sportif. Donc,
c'est un très beau modèle. La puissance qu'on a sous le capot? On va être dans les alentours entre 300 et 400 chevaux. Puis on attend aussi le modèle GT qui va être un modèle supérieur là, qui va être à 580 chevaux environ. Là, donc un modèle performance là, vraiment. Puis au niveau d'autonomie, on est dans quelle échelle? Dans les alentours de 400 km. Il y a des modèles avec une batterie un petit peu plus petite. Mais on reste toujours dans les alentours de 375-400 km là, dans ces eaux. Les gens vont opter beaucoup pour parce qu'on l'a en version propulsion avec une batterie de moins longue portée, la version traction intégrale avec la petite batterie, puis la version intégrale avec la batterie de longue autonomie. Puis Kia est intelligent, ils ont inscrit la version du EV6 sous la barre des 50 000 pour faciliter l'accès aux gens pour les subventions du gouvernement. OK, donc tu es éligible aux 13 000 Oui. OK, c'est bien. Puis, c'est ça, l'échelle de prix, à part un petit peu à 50 000 jusqu'à... 66, 67 000. OK, quand même, là, pour une belle grosseur, là, c'est pas pire là, dans l'électrique. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on va soustraire à ça le véhicule du client potentiel. Et ensuite, les taxes se rajoutent. Et là, on déduit les subventions du gouvernement. Fait que, on peut avoir un véhicule, ce qu'il y a de plus, penser à quelque chose, le véhicule va l'avoir, puis on va s'en tirer autour de 50 000. On sait que c'est un véhicule qui va garder une valeur parce qu'il n'y en aura pas énormément sur le marché. Justement, la disponibilité, ça a l'air de quoi dans le moment? Présentement, il y a beaucoup de commandes qui se fait. C'est très achalandé sur les commandes. La disponibilité, ça rentre par petite batch de véhicules. Mais je vous dirais qu'un an et demi, 2 ans peut-être, là, on est pas mal dans les temps pour avoir ces véhicules-là. Puis on espère justement que ça va s'améliorer et qu'on va être capable d'en avoir le plus possible rapidement. Parce que la demande est grande. Là, on a beaucoup de dépôts et où on doit inscrire le 2024. C'est-à-dire que les gens... mais les gens ont fait leur devoir. Les gens viennent chez Kia et regardent la EV6, ont fait leur devoir. Ils en connaissent autant, même des fois certains plus que nous. Sont prêts à attendre le 2 ans en sachant que la technologie, il y aura peut-être des petites modifications au niveau esthétique, mais la technologie là, du futur, la consommation, ça, est déjà là. Alors, c'est un véhicule, quand on regarde les formes, c'est pas un véhicule qui va être démodé dans 2 ans. Non, il est très, très beau. Prêts à attendre très beau. Vous avez aussi d'autres véhicules électriques. On peut-tu en parler un petit peu? Il y a le Sportage. Lui, il est peut-être plus délicat un peu parce que c'est un véhicule hybride. Là, il est en pré-production. Okay. Alors, c'est un véhicule qui arrivera... on parle de l'automne pour le Sportage. Ça, c'est le Sportage redessiné là, qu'on peut déjà voir sur les routes dans les véhicules à essence. OK. Donc, un très beau modèle, encore une fois, de Kia. Puis là, on attend justement l'hybride et l'hybride rechargeable pour ce qui est des Sportages qu'on devrait justement avoir à l'automne. C'est des véhicules qui devraient avoir une autonomie dans l'hybride rechargeable d'environ 50-52 km d'autonomie. Pour ensuite passer à l'hybride. Donc, si on pense au Sorento aussi, qui est un petit peu dans le même style, même autorisation et tout ça. Donc, on va avoir un beau produit, encore une fois, dans l'hybride rechargeable là, pour les personnes qui veulent pas nécessairement franchir le pas vers l'électrique, mais franchir quand même un certain pas en allant vers l'hybride. Puis, derrière moi, j'ai une Soul qui est quand même connue depuis plusieurs années sur le marché du Québec. Celle-là, elle est 100% électrique. 100% électrique. C'est un modèle là, ça aussi, c'est un modèle qui se vend beaucoup, qui a fait ses preuves. C'est le premier véhicule électrique qui a été fait chez Kia. Donc, on parle d'un véhicule qui a évolué avec le temps un petit peu là, au niveau de la batterie, au niveau même du modèle, là, c'était pas le même modèle auparavant. Des bonnes retouches esthétiques. Des bonnes retouches esthétiques, puis il va en avoir encore dans les prochaines années là, pour améliorer le véhicule et faire en sorte qu'il reste toujours à la mode. On est dans quelle échelle de prix avec la Soul? La Soul, on va parler... on a 2 modèles dans l'électrique. On parle on parle de 45 000 et 53 000 environ. Là. Donc, parce on a qu'il y a 2 échelles de prix. Il y a 2 batteries pour 2 autonomies. OK, 2 grosseurs de batterie. Oui, exactement. Donc, puis le Soul, c'est le véhicule où, dans la famille Kia, où les gens en achètent un, en achètent un deuxième, puis en achètent un troisième. Les Parce gens que le premier n'est pas assez fiable? Non, c'est au contraire. Non, les gens, leurs besoins étaient là. Ils ne veulent pas. À un moment donné, tu ne veux plus t'asseoir très bas. Tu veux être un petit peu plus haut. Oui. Tu ne veux pas avoir un gros VUS. On pense aux gens qui restent dans
et copropriété des condominiums, stationnement intérieur. C'est un véhicule qui est très, très urbain. Il est petit, il est efficace, il est économique. Fait que ces gens-là, par contre, Kia a créé un modèle qui a été un peu, là, on parle du Seltos, qui se vend beaucoup. Alors, la même clientèle qui voulait avoir un petit VUS, véhicule utilitaire compact, avec la traction intégrale, là, les gens vont aller vers le Seltos. Mais le Soul, en version électrique, vous allez en voir. On en voit déjà beaucoup. Le Soul, est-ce qu'il est disponible en 4 roues motrices? Non, c'est malheureusement, c'est pour ça que je disais, je dis malheureusement, tu sais, à un moment donné, un manufacturier s'en va. Kia, l'électricité, ça fait longtemps. Il faisait des vélos électriques au début. OK. Mais, d'avoir trop de modèles, c'est beaucoup d'années de recherche. Puis la Soul, il a été remplacé, si on veut, quelqu'un qui va avoir un petit véhicule, va aller vers le Seltos. OK. Est-ce qu'on va avoir un jour une Soul électrique à traction intégrale? Seul le manufacturier nous le dira. Puis son autonomie, on est autour de? Tout dépendamment du modèle qu'on va choisir. Là, si on parle du modèle d'entrée de gamme à 45 000 $, on va parler de 250 km. Puis si on augmente dans le modèle supérieur, là, on va parler d'une batterie qui est homologuée à 385 km. Là. Donc, c'est toujours un petit peu un milieu entre l'hiver et l'été, là, selon les températures du Québec. Là. Exactement. Bien, merci beaucoup de votre disponibilité. Bon salon. Ça nous a fait plaisir. Bien, en terminant, je vais vous parler du prix de l'essence, comme c'est mon habitude, j'aime bien ça. J'ai quelques chiffres cette semaine, là, plus que j'ai la moyenne qui est à 1,57 $. La semaine dernière, c'était 1,59 $. Le mois dernier, 1,69 $. L'année dernière, on a eu du 1,38 $. Hein? C'est comment qu'on payait l'année passée, c'est le fun. Là. Puis ma source, c'est le CAA Québec, donc c'est très fiable. Et c'est vraiment pour la région de Sherbrooke, à côté de chez nous. Le prix le plus bas au cours du dernier mois, 1,56 $. Le plus élevé, 1,69 $. Au cours de la dernière année, 1,37 $. Donc, je pense que ça nous donne une idée. Là. On n'est pas au même prix que l'année passée, mais bon, ça descend tranquillement, quelques cents par semaine. Fait que, je pense que, espérons qu'on ne veut jamais payer trop cher. Fait que, on a monté à 2,5 à un moment donné, puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, à 1,57, on est quasiment heureux. Bon, pour dire que les humains, on est comme ça. Fait que j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, puis comme je vous disais en début d'émission, profitez des belles couleurs, c'est sensationnel à l'extérieur. Merci. Merci.